Quand pouvons-nous dire qu'un bien a plus de valeur ou moins de valeur, ou a de la valeur ou n'en a pas? Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Effectivement, à cette question, nous allons avancer une réponse, mais avant d'y arriver, je vous invite d'abord à réfléchir sur ceci. Alors, imaginons que nous étions dans un monde où il n'existait qu'un bien, ou une seule chose. Question, allions-nous être en mesure d'évaluer si ce bien-là a plus de valeur ou moins de valeur, ou si ce bien-là a de la valeur ou n'en a pas? Je pense que vous avez répondu avec moi qu'il serait impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bien-là serait seul, serait unique, et donc il serait impossible de pouvoir le faire. Alors ceci nous amène à ces premiers éléments qui constituent pratiquement le support de la valeur de choses en économie, le support qui justifie la valeur de choses en économie, ce qu'on appelle la comparaison, le rapport entre plusieurs choses. Ça veut dire que c'est à partir d'une approche comparative que nous serons en mesure d'évaluer si un bien a plus de valeur ou a moins de valeur, ou si un bien a de la valeur ou est dépourvu de valeur. Maintenant, la grande problématique qui mérite d'être soulevée ici est de savoir comment se détermine cette comparaison ou comment s'établit ces rapports entre deux ou plusieurs choses pour que nous soyons en mesure de pouvoir déterminer la valeur des choses en économie ou sur les marchés. Alors, la réponse à cette question, attention, émane de l'économie approfondie. Et donc, je vais vous amener sur ce terrain-là parce que c'est trop glissant au risque de vous embrouiller. Parce que si nous gardons toujours cette même logique de vous faire comprendre les choses un peu plus facilement. Mais, toutefois, vous attendrez de la bouche de beaucoup d'économistes qui répondront à cette question. Ils vous diront par exemple que l'élément qui détermine plus de valeur de biens sur les marchés ou bien dans une économie, c'est le prix. Donc ils diront par exemple qu'un bien aura plus de valeur et donc bénéficiera de plus de considération des consommateurs parce qu'il coûte cher, ou un bien aura moins de valeur et bénéficiera de moins d'attention, moins de considération des consommateurs parce qu'il coûte moins cher. Alors cette considération n'est pas mauvaise et elle n'est pas non plus à rejeter totalement, mais seulement elle est insuffisante. Je vais m'expliquer. Au fil du temps, beaucoup de théories se sont succédées. Beaucoup de théories se sont succédées pour expliquer la notion de la valeur, pour expliquer comment est-ce que la valeur se crée, comment la valeur se détermine sur les marchés. Mais dans cette kyrielle de théories, deux d'entre elles ont retenu l'attention de beaucoup d'économistes, et ce, dans beaucoup d'écoles de pensée. Et ce sont ces deux théories que nous allons analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la première théorie, il s'agit de la théorie de la valeur-utilité. Alors, la valeur-utilité, c'est une théorie qui avait été défendue par, en tout cas dans la plupart, les économistes physiocrates. Alors, à parenthèse, les physiocrates, c'est justement ces économistes-là, en tout cas dont la pensée a connu l'essor ou l'apogée au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais à la tête d'affiche de ce courant de pensée, vous allez retrouver François Quesnay. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai dessus lorsque j'entamerai la phase de l'histoire de la pensée économique. Je ferai vraiment le point sur ça. Mais aujourd'hui, on dit l'utilité, d'ailleurs je suis revenu dessus dans mes vidéos précédentes, l'utilité étant la faculté ou cette capacité qui est contenue dans le bien, susceptible de nous procurer la satisfaction. Et donc, dans cette théorie, les économistes soutiennent que seule l'utilité suffit pour créer de la valeur. Seule l'utilité suffit pour justifier la valeur de biens sur les marchés. Ça veut dire quoi? Un bien aura plus de valeur parce qu'il a plus d'utilité. Ça veut dire plus de capacité à procurer plus de satisfaction. Ou bien un bien aura moins de valeur parce qu'il a moins d'utilité et donc moins de capacité à procurer suffisamment de satisfaction. Donc c'est ce que défendent ces économistes dans cette théorie. Mais cette théorie sera remise en cause par beaucoup d'économistes qui ont considéré qu'on devrait écarter l'utilité et la remplacer par la rareté. Donc ils soutiennent à la place de l'utilité la rareté. Ils disent un bien, s'il est disponible pour tout le monde et tout le temps, ce bien sera dépourvu de valeur. Ça veut dire que pour qu'un bien soit considéré comme possédant plus de valeur, non seulement que ce bien ne doit pas être à la portée de tous, mais aussi doit être rare. En vertu du principe selon lequel ce qui est rare est cher, cette rareté sera accompagnée de prix très élevés. Alors, de même que cette théorie d'utilité avait été remise en cause, d'autres économistes ont aussi considéré que seule la rareté ne pouvait pas créer de la valeur. Et donc, on atterrit alors à une explication qui sera soutenue également par une frange d'économistes qui va constituer pratiquement le condensé ou la fusion de tous les deux. Le condensé de l'utilité et puis de la rareté. On parlera ainsi de l'utilité rare. Alors, qu'est-ce que ces économistes nous avancent ici comme argument? Alors, ils considèrent qu'un bien, cher coûte-t-il, ou bien rare soit-il, s'il ne nous sert à rien, il sera totalement dépourvu de valeur. Je vous donne un exemple. En dépit du fait que le diamant coûte cher, en dépit du fait que le diamant est rare, en dépit du fait que le diamant n'est pas à la portée de tous, mais
En plein désert, quelqu'un qui est assoiffé de l'eau, sous un soleil accablant, vous venez lui présenter les diamants, mais le diamant ne lui aura servi à rien. Ce qui aura plus de valeur pour lui en ce moment-là, ça sera de l'eau. C'est comme un prisonnier qui est affamé, qui a besoin de la nourriture. Vous venez lui présenter un téléphone de luxe. Mais qu'aura-t-il fait avec ce téléphone de luxe? Ce téléphone ne va lui servir à rien. Il a besoin plutôt de la nourriture que des téléphones de luxe. Alors, la deuxième théorie, il s'agit de la théorie de la valeur travail. Alors, cette théorie a été initialement enseignée par Adam Smith, bien que ce n'était pas vraiment de manière approfondie, et elle sera ensuite affirmée par David Ricardo et puis Karl Marx. Alors, dans cette théorie, on nous dit que seul le travail crée de la valeur. Et je dois vous signaler que cette théorie avait conquis une audience importante à la suite tout simplement de sa simplicité et de sa clarté. Alors, par travail ici, il s'agit du volume d'emploi ou du volume d'employés utilisés dans les processus de production pour produire un bien. Par travail ici, il s'agit de la productivité. Ça veut dire le nombre d'unités de travail consacrées sur toute la chaîne de production pour obtenir un bien. Il s'agit du coût unitaire de production. Ça veut dire l'ensemble des charges, l'ensemble des dépenses qui sont engagées par les producteurs afin d'obtenir ces biens. Il s'agit des charges sociales qui ont été supportées par unité de travail par les producteurs en vue de produire ces biens. Il s'agit aussi des efforts de validation, des efforts d'approbation de qualité, etc. pour produire, pour obtenir un bien. Alors tous ces éléments constituent justement cette clé qui permet au travail de créer de la valeur. Alors, la clarté dont je parlais, comment est-ce que ça s'explique? Je vous donne un exemple. Si je vous dis par exemple que ce téléphone a plus de valeur que celui-ci parce qu'il a nécessité plus de travail que celui-ci. Vous voyez que l'explication est beaucoup plus claire et beaucoup plus simple à comprendre, non? Parce que si par exemple dans ce téléphone il y a 25% de technologie, ici je crois que ça doit être entre 3 et 4% de technologie. Ça veut tout simplement dire que dans ce téléphone qui a plus de valeur, ça nécessitait plus d'efforts en termes de réflexion, en termes de temps, parce qu'on a intégré suffisamment de technologies à l'intérieur qui est dans ce téléphone. Vous voyez qu'avec cette explication, ça paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que si j'utilisais l'utilité à la place du travail. Donc, voilà de manière générale de deux grandes théories qui expliquent la notion de la valeur, qui expliquent comment est-ce que la valeur des choses se crée sur les marchés, se crée dans une économie. Alors, je vous signale que ça, c'est un condensé. Si vous voulez approfondir cette notion, eh bien, vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons vous répondre parce qu'il y a encore beaucoup d'autres matières que je peux mettre à votre disposition relativement à la notion de la valeur. Dernièrement, nous avions parlé de l'utilité. Vous avez trouvé que c'était intéressant parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires à ces sujets. Et aujourd'hui, je reviens sur la valeur. Mais si vous trouvez que ce que j'ai exposé n'est pas suffisant pour vous, eh bien, vous voulez en savoir davantage, vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons vous répondre. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine, mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la description pour retrouver des formations que nous mettons à votre disposition, qui sont très intéressantes, qui peuvent vous profiter tant soit peu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.